Nous avons tous le droit de vivre de notre projet. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même il y a plus de 17 ans, passant de l'univers des nouvelles technologies à fondatrice de médias engagés. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir comme sponsor de cet épisode Live Mentor, premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. 20 000 personnes ont déjà été accompagnées dans leurs projets professionnels. Live Mentor propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois et tout au long de celle-ci, un mentor expert vous guide pas à pas. En plus des cours pratiques et pour développer votre réseau, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs. Alors aujourd'hui, et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, Live Mentor offre gratuitement l'accès à sa formation en ligne phare, 10 jours pour lancer son projet et en vivre. Pendant 10 jours, chaque participant recevra gratuitement un cours en vidéo. Vous pouvez accéder gratuitement à la formation via le lien livementor.com/métamorphose. Je vous appelle livementor, livementor.com/métamorphose. Merci. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Le premier jour de maternelle, l'adolescence, le divorce des parents, un déménagement, un décès, un changement de travail, le départ en retraite. De la naissance à la mort, nous ne cessons de vivre des séparations, au point parfois d'avoir un sentiment d'abandon ou des angoisses de séparation. Souvent, ils prennent source dans l'enfance et notre quotidien est alors chamboulé de manière intense et inexplicable. Notre corps se met à parler soit via des douleurs jusqu'alors inconnues ou des peurs inexpliquées. Et si nous écoutions ces signaux pour mieux comprendre ce qui se joue en nous ? Fort d'une expérience de plus de 30 ans comme kiné-ostéopathe et expert en fleurs de bac, mon invité, auteur et conférencier, a aussi développé la méthode somato-émotionnelle. Et pour mieux nous connaître, nous libérer, il nous invite à plonger aux sources de nos séparations pour faire place à l'espoir de construire autre chose, de nouveau, de confiant et de guéri. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Roger Fiametti. Bonjour. Bonjour. Alors, parlons d'abord du titre de votre nouvel ouvrage qui vient de paraître aux éditions Guitry et Daniel, Se libérer du sentiment d'abandon et des angoisses de séparation. Pourquoi d'abord ces termes de sentiment d'abandon et angoisse de séparation ? Précisément, voilà, cette idée du sentiment. Oui, le sentiment d'abandon, justement, c'est plus une construction. Donc, quand on a une émotion, c'est vraiment un ressenti. Et la séparation, l'angoisse de séparation, c'est un ressenti par rapport, justement, à un événement, à une séparation. Et on va les citer, il y en a de la naissance jusqu'à la mort. Et la façon dont ça a été géré ou mal géré va créer ce sentiment d'abandon. C'est ça, donc ça peut être quelque chose qui est très grave de l'ordre du trauma, mais parfois pas très grave, mais finalement, ce sentiment était vécu intensément par la personne. C'est ça aussi que ça veut dire ? C'est ça, c'est l'importance, la gravité ou l'importance du ressenti qui va être bien ou mal interprété, bien ou mal perçu en fonction de l'environnement, en fonction de l'éducation, en fonction du contexte. Et à partir de cette sensation, puisqu'une émotion, c'est une sensation, ça va être intégré sous forme d'un sentiment qui est plutôt une pensée. Donc, quand la sensation, quand l'émotion passe par le cortex, ça devient un sentiment. Donc, avec toutes les distorsions que ça comporte, évidemment, puisque le cortex, lui, c'est la base de données, et comme le dit bien Bruce Lipton, c'est le disque dur qui a été finalement chargé pendant les 6 premières années de la vie, et qui n'est que le copier-coller des parents, finalement. Donc, il y a toute cette distorsion qui va créer un sentiment d'abandon qui va être complètement différent par rapport à chacun. Donc, le sentiment d'abandon a des ouvertures et des angles d'approche qui doivent être différentes, puisque chacun va le vivre à sa façon. C'est ça. D'où l'intérêt de finalement aller rechercher par le corps, qui est
l'émotion passe par le corps, elle passe pas par le cerveau, elle passe par le corps. Alors ça, on va y venir longuement, évidemment, Voilà. puisque c'est votre propos également. Bruce Lipton, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans ce podcast, le professeur Bruce Lipton, si vous avez envie d'écouter ou de réécouter ce qu'il dit à ce sujet, c'est vraiment passionnant. Alors, adulte, quels sont les signes et les symptômes du sentiment d'abandon et des angoisses de séparation? Comment est-ce qu'on peut savoir déjà que c'est lié à ça? Comment ça peut se manifester? J'imagine c'est multiforme, mais quand même. En général, quand les gens ont un sentiment d'abandon, ils ont plusieurs mécanismes de fonctionnement et le principal, c'est qu'ils abandonnent ou ils sont abandonnés. Ou alors, ils ont tellement peur d'être abandonnés qu'ils abandonnent avant d'être abandonnés. Et finalement, cet abandon, c'est la non-fin d'un programme, d'un circuit, d'un projet. Donc, tout ce qu'ils entreprennent, aussi bien dans une relation amoureuse, de couple, et dans un projet de famille, ou même dans un projet professionnel, ils vont souvent perdre le fil le fil rouge ou vraiment ils ne vont pas pouvoir aboutir, ils ne vont pas pouvoir terminer, ils vont abandonner. Soit parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver, soit parce qu'ils ont peur du jugement. Et là, on a encore toutes les causes infinies et multiples, toujours en relation avec l'individu. Vous dites aussi que les addictions ou des colères inexpliquées peuvent être le signe de cela. Oui, l'addiction, effectivement, parce que D9, pour parler du corps, la 9e dorsale, c'est la vertèbre qui est en relation avec le foie. L'addiction, c'est toujours... ça passe par le foie. On connaît l'addiction au sucre, le chocolat, etc. C'est ce qui va créer, quand on est dans l'addiction, n'importe quelle addiction, il y a le système de récompense avec la dopamine qui arrive au cerveau. Et on sait que quand on prend un peu de sucre, on doit toujours en prendre plus. Quand on prend un peu de drogue, on doit toujours en prendre plus. Donc tout ça, ça arrive au noyau accumbens, au niveau du cerveau, qui est la zone qui va finalement accueillir ces substances, ces toxines, enfin c'est toxique, et qui va toujours demander plus. Donc, à un moment donné, l'addiction crée de la frustration, puisque si on a une dose, il en faut 2, si on a 2 doses, il en faut 3, si on a 3 doses, il en faut 4, et on finit toujours par tomber dans la frustration parce qu'on ne peut pas prendre 50 doses et on ne peut pas non plus se le permettre, même financièrement. Et puis si on parle de sucre, à un moment donné, on va basculer dans des pathologies comme le diabète, donc on va devoir s'arrêter, donc être frustré. Et la frustration va amener la colère et ça nous ramène encore comme par hasard sur le foie, qui est l'organe de la colère en médecine chinoise, et sur D9, qui est la vertèbre de la peur de l'abandon. Donc c'est toute cette relation corps, émotion, cerveau et ressenti. Qui est ressorti. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre le rejet et l'abandon? Parce que c'est vrai que parfois ces notions sont un peu confondues. Alors, l'abandon, c'est quand on se sent, j'ai envie de dire, oublié. Un enfant qui attend sa maman à la sortie de l'école et la maman n'arrive pas. Parfois, moi j'ai déjà vu ça dans mes patients, il y en a même qui ont oublié d'aller rechercher l'enfant. Ça, c'est ressenti comme un abandon. Le rejet, il y a vraiment l'acte de rejeter, d'expulser, de ne pas accepter. Le rejet est beaucoup plus puissant. On les associe souvent, et moi je pense que le rejet c'est vraiment quelque chose, d'ailleurs on le dit dans les statistiques, les enfants qui ont été rejetés, qui ont une mère rejetante, c'est 15% des enfants, ça devient des enfants anxieux, violents. Donc violents envers les autres et violents envers eux-mêmes. Donc on parle de la scarification chez les adolescents, mais aussi le suicide, qui est une violence retournée contre soi. Enfin là, c'est encore un autre domaine qui serait vraiment plus à développer si on avait l'occasion. Mais c'est des enfants qui deviennent très violents et ça, c'est les mères rejetantes. C'est 15%. C'est encore bien que c'est peu, mais c'est 15% Quand de même. trop. Oui, de trop. Bien sûr. Alors, ce qu'on a vécu comme un abandon, une séparation dans l'enfance qui n'a pas été dit, compris, digéré, souvent on le revit plus tard. Et parfois, ça arrive 30 ans plus tard, c'est déclenché par un événement alors que ça n'avait pas ressurgi. Et on est surpris parce qu'on se dit, mais j'ai bien vécu quelque part relativement bien, certainement en suradaptation jusque-là, et puis d'un seul coup, ça me saute au nez. Oui, si je puis dire. C'est l'histoire de la vie. Oui. Moi, je dis, la blessure qu'on a contractée dans l'enfance, la cicatrice émotionnelle qu'on a vécue in utero, à l'accouchement, à la
pendant la petite enfance, ces cicatrices émotionnelles, elles sont là. Elles ne demandent qu'à ressurgir. Et plus on attend, plus les couches se forment. Mais bon, souvent, quand on arrive à détecter la blessure de l'enfance chez un adulte de 30, 40, 50, 60 ans, et qu'on retrouve la racine qui est dans la petite enfance, ou même in utero, quand l'individu ou le patient revoit la construction et le code émotionnel qu'il a construit en lui à travers ses traumas, ou son trauma. Mais il y a un trauma tout petit qui est très, très ancien, et puis quand il fait son feedback, il se rend compte qu'en fait, il n'a fait que superposer pendant sa vie, d'année en année, ou tous les 3 ans, ou tous les 6 mois. Il y a des fréquences aussi qui sont intéressantes. Et il se rend compte qu'au fond, c'est toujours la même chose qui revient. Et il arrive à un moment donné de sa vie où il dit là, maintenant, je ne peux plus partir dans le déni ou ignorer ou ne pas prendre en compte ce qui m'arrive parce que maintenant, je ne peux plus le supporter. On arrive à un stade de saturation et puis à un stade de prise de conscience aussi parce qu'à un moment donné, c'est trop répétitif. Et quand c'est trop répétitif comme ça, justement, ça nous ramène à une blessure du passé. Et quand c'est identifié, alors le patient se dit « Ah, mais maintenant, je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai encore vécu la même chose. Il y a 4 ans, c'était encore ça. Il y a 10 ans, c'était encore ça. » Et finalement, c'est comme un puzzle qui se reforme ou un papier froissé qui se défroisse. Et finalement, il retrouve la ligne rouge, le fil conducteur de sa vie. Et il se dit « Mais voilà, maintenant, j'ai compris. » Alors, comprendre, c'est bien. Prendre conscience, c'est déjà une bonne chose. Après, il faut aller enlever ce trauma. Et ce trauma, Boris Cyrulnik nous le dit aussi, qu'il faut passer par le traumatisme, qui est une vision avec un angle différent du trauma. Donc ça peut relativiser le trauma, déjà d'en parler, d'autres écrivent, mais il y a aussi le fait que le corps est un livre. Et notre corps, c'est notre livre. Et il a beaucoup de choses à nous apprendre. Et en allant effacer ces chapitres, en allant peut-être les traduire, ou en tout cas les simplifier, on peut justement diminuer l'effet du trauma et passer dans le traumatisme et avec une résilience qui peut s'installer dans le corps, puisque le corps, c'est quand même, à mon sens, notre premier cerveau. Oui, et je vous l'ai dit, on va y revenir vraiment longuement. Alors pour autant, la séparation, quand même, en introduction, a du bon, c'est aussi ce que vous dites, parce que c'est une forme de vacuité qui permet le renouveau. C'est vrai que on dit toujours la nature a horreur du vide, cette expression populaire. Oui, et pourtant le vide, c'est une invitation à remplir. Moi, je prends souvent l'exemple, vous avez un bon petit potage, là, et vous avez des invités qui vont arriver, et on est à 2 heures du repas, et puis votre potage, il a quand même 4 jours d'ancienneté, quoi. Il était dans le frigo. Alors, il y a 2 solutions. Vous remettez un peu d'eau, vous mettez un petit cube de bouillon cube, là, voilà, vous mettez quelques petits légumes frais, et puis voilà, il passera. Il sera potable, il sera comestible et il passera. Ou alors, vous décidez de vider la casserole, de vite partir au marché, de racheter des légumes et refaire un nouveau potage avec des légumes frais du jour. Et là, il y a l'angoisse parce que la casserole, quand elle est vide, il y a plus rien. Il va falloir faire votre potage. Il y a le stress d'arriver dans le temps imparti à confectionner ce bon potage pour vos invités avec qui vous avez envie de partager de l'amour, et l'amour sera transposé dans ce bon potage que vous avez fait avec tout votre cœur. Mais il y a cette vacuité, quand cette casserole est vide, le liquide est parti, donc il faut la remplir, quoi. Et dans la vie, vider sa casserole, c'est pas toujours facile parce qu'on se met face à une angoisse, parce que mettre, quand on a déconstruit, il faut reconstruire. Mais ce moment, il ne faut pas le vivre avec stress, il faut justement se dire, voilà, on a libéré son stress, on a libéré ce qui s'est mis entre nous et nous, qui fait qu'on a fonctionné comme ça un peu, justement, avec toutes ces en pilote automatique, en pilote automatique, oui, avec tous ces évitements, on évite toujours le problème qui est là pourtant. Et quand on le voit, quand il apparaît, on se dit, ah mais c'était tellement simple, maintenant j'ai compris. Mais tant qu'on ne le voit pas, on est toujours dans les mêmes schémas et on est toujours en train de foncer dans le mur sans se rendre compte pourquoi on fonce dans le mur. Et puis finalement, quand ce vide peut se remplir, quand cette casserole se remplit d'un potage vraiment succulent, et quand vous amenez dans votre vie de la sérénité, du bien-être, parce que vous avez enlevé la peur, quelle qu'elle soit, on peut les nommer, et les peurs qui se sont mises entre nous et nous, alors là, la vie devient, comme je dis, on entre et bienvenue dans la deuxième partie de votre vie. C'est ça, mais ça donne de l'espérance. Ouais. Dans cet ouvrage, vous donnez aussi les clés d'une profonde introspection pour éliminer les tensions et blessures accumulées depuis l'enfance, notamment dans la vie intra-utérine, c'est très important pour vous. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ?
évidemment, je parle aux parents éducateurs qui auraient des enfants, mais l'enfant que nous avons été dans la vie, que nous avons, cette vie in utero que nous avons vécue, tous. Oui, ce sont 9 mois. On dit souvent, quand êtes-vous né? On dit le 12 avril. Eh bien non, on n'est pas né le 12 avril, on est né 9 mois plus tôt. Oh, c'est tellement occulté. Alors cette période intra-utérine... Oui, vous vous dites même qu'il faudrait prendre ça comme date de naissance, presque. Je pense. Oui. J'enlèverais même le presque. Il faudrait. Il faudrait prendre ça comme date de naissance. Voilà, parce que vous savez qu'à 6 semaines in utero, il y a déjà un réflexe, c'est le réflexe de peur paralysante, ou si la maman, la parturiente, la femme enceinte, a une émotion, l'embryon se rétracte, et s'il ne se dilate pas, après ce stress qu'il a vécu comme la maman, parce que quand la femme enceinte vit un stress, il faut savoir que l'embryon, puis qui devient le fœtus, vit le même stress. Quand la femme enceinte produit une hormone, le fœtus produit la même hormone et vit la même sensation. Donc, c'est énorme de savoir ça. Donc, cette vie intra-utérine, c'est vraiment une colocation que j'écris en 2 mots avec un petit tiré après le co. Mais il ne faut pas mettre colocation avec 2 L, parce que alors on est coloqué. Oui. Et cette vie intra-utérine, elle est tellement importante. C'est pour ça que j'ai un peu écrit ce livre, un peu dans l'esprit du livre de Laurence Pernou qui s'intitule « J'attends un enfant ». Et ici, ce serait non seulement je l'attends, mais en plus je l'accueille. Et surtout, après, c'est de donner les bons conseils. Moi, je dis souvent, quand on prend un appareil, que ce soit un percolateur ou un four micro-ondes ou même un téléphone, on passe jamais par le mode d'emploi. On connaît, on sait, et on n'a pas toujours... Là, on a le mode d'emploi. Pour un enfant, on n'a pas toujours le mode d'emploi. Mais quand on programme un appareil, on lit le mode d'emploi et puis on fait toute la programmation. Si vous prenez votre téléphone et qui commence avec « Hello » et qui part en anglais, votre téléphone, vous aurez toutes les notifications en anglais. Alors si vous changez, vous dites « Non, French », je vais mettre en français, vous les aurez en français. Et si on se trompe au départ, ça donne toute une direction différente pour toute la vie et pour tout votre téléphone. Pour l'enfant, c'est la même chose. Et quand on voit qu'in utero, Albert Jacquard, il dit toujours « Votre enfant commence à exister quand la maman commence à y penser ». Alors, on a tout le problème du déni de grossesse, une chose. Le problème des mamans, des femmes enceintes qui... Moi, je n'aime pas l'expression où quand les enfants vous disent, quand ils ont 40 ans ou 50 ans, qu'ils sont sur votre table et qui vous disent « Mes parents ne m'ont pas désiré », parce qu'un enfant, c'est toujours le fruit d'un désir. Bon, exception, les viols, évidemment. Mais ils sont quand même le fruit d'un désir. Maintenant qu'ils soient arrivés à un mauvais moment, ou que la maison n'était pas terminée, etc., les sentiments et les émotions, surtout de la maman, vont influencer sur les émotions du fœtus. Donc tout ça, c'est vraiment important. Moi, je pense que en fait, ce livre devrait être entre les mains de toutes les femmes enceintes et de toutes les mamans pour ne pas créer, justement, pas faire d'erreur. C'est tellement important, cette période où l'enfant se construit dans le ventre de la maman. Et je vous donne un petit exemple. Alors, sans culpabiliser non plus. Il ne faut surtout pas. Alors ici, c'est de l'information. Et ce qui est bien, c'est que pour les femmes qui sont enceintes aujourd'hui, c'est vraiment avoir un mode d'emploi pour ne pas se tromper. Et après l'accouchement, il y a encore la période très importante, qui est la période d'attachement qui dure 10 mois. Mais c'est surtout pour informer. Et ce qui est intéressant, c'est pas culpabilisant dans le sens que même après, si vous retrouvez les bébés à 30 ans, on va rechercher la blessure qui s'est formée in utero et on peut justement aider les personnes à se libérer de cette blessure. Et c'est ça l'intérêt. Et surtout quand les gens retrouvent cette blessure, déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a la prise de conscience et puis alors il y a l'effacement dans cet espace de l'entre-soi où on est toujours face à ces démons, face à ces peurs et on ne peut pas être en équilibre, en verticalité. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est effectivement de s'adresser aux femmes enceintes ou qui ont des enfants en bas âge, mais aussi à l'enfant que nous avons été et aux parents que nous avons eus. Parce que, effectivement, en vous écoutant, on peut aussi revisiter, même si on ne peut pas refaire l'histoire, mais en tout cas revisiter ce vécu, finalement, que nous avons eu, même si nous n'en avons pas la mémoire. On a la mémoire, mais elle est en nous. Consciente. Consciente, c'est ça. En fait, on sait, mais on ne sait pas qu'on le sait. Et la démarche ici, justement, dans l'approche somato-émotionnelle et dans toute cette démarche, encore une fois, je précise, c'est pas un livre de psychologie, c'est vraiment le fruit de 30 ans d'expérience et le rapport entre le corps et les émotions. Et souvent, l'abandon est très souvent abordé par les psys, avec qui on a de très bons rapports. On collabore d'ailleurs beaucoup avec les psys, et chacun son job. Mais ici, c'est vraiment comment on peut entrer dans la définition, dans la construction du trauma à travers un guide qui est tellement important et qui est notre corps.
puisque chaque patient a écrit son livre avec ses souffrances, avec ses sueurs, avec ses transpirations, avec ses douleurs, et le corps est quand même le témoin et le réceptacle de tous ses souvenirs. Sans compter que ce corps, il a été formé, fabriqué dans un utérus, qui est l'utérus de sa maman, mais que la maman a été fabriquée dans l'utérus de sa maman, et que la maman de la maman a été fabriquée dans l'utérus de sa maman. Donc, on a une transmission qui se fait à travers les tissus, à travers les cellules, et là, on est dans la définition pure de la transgénérationnelle. Oui, bien sûr, c'est les poupées russes, là. Voilà. On voit bien oui. l'image. Alors, avant de venir à votre méthode, effectivement, la naissance, pour vous, est la racine de toutes les séparations, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a quand même une séparation extrêmement forte. Et en quoi les 48 heures qui suivent l'accouchement sont-elles aussi primordiales? Alors, il y a 2 questions en une, mais... Oui, alors je reviendrai sur la première en disant que la naissance... Redites-moi la question. C'est vraiment, pour vous, c'est la racine de toutes les séparations. Alors, non, la racine, pour moi, la vraie racine, en fait, il y a 2 possibilités. Oui. Soit vous avez vécu 9 mois heureux, paisible, en harmonie totale avec votre maman, avec la mère. Ça arrive, ça, d'ailleurs? Est-ce que ça arrive, d'ailleurs? Je me pose la question en vous entendant comme ça. Eh bien, je vais vous dire qu'après 30 ans d'expérience, j'ai jamais vu ça. Bon, voilà. Vous avez répondu à la question. Ça n'arrive quasiment pas. Ça n'arrive quasiment pas. Donc, mais bon, ça peut être plus ou moins paisible. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quand ça se passe pas trop mal, alors l'accouchement, d'ailleurs, l'accouchement, ça porte un terme en gynéco et en obstétrique, ça s'appelle l'expulsion. Oui. Ça veut tout dire. Donc là, il y a une séparation parce qu'on est bien, le bébé est bien dans son univers tout à fait agréable, et puis il y a une expulsion. Donc là, c'est la première séparation. Maintenant, il y a une autre séparation que moi je trouve vraiment plus dommage, plus péjorative et vraiment plus grave, c'est quand la maman n'est pas en adéquation avec son bébé. C'est quand il y a le déni de grossesse, ça c'est une pathologie même. Mais alors il y a la maman qui a peur d'accoucher. Voilà, je vous donne un exemple. Moi j'ai une patiente qui est venue l'autre jour avec son bébé qui ne dort plus depuis 1 an. Il y a 1 an que son bébé est né et son bébé n'a pas passé une nuit complète. Elle se réveille 3-4 fois par nuit, elle crie, elle appelle, etc. Alors les pédiatres, ils disent laissez pleurer le bébé, ça lui fera ses poumons. Moi, c'est pas mon credo. Alors moi, on n'est plus trop là-dedans maintenant. Non, on est loin. Là, on est revenu. On est revenu. Et je dis à la maman, si le bébé pleure, il y a un problème. Votre grossesse s'est bien passée? Elle dit oui, bien. Et l'accouchement, parfait. Donc la grossesse s'est bien passée. Alors, on fait la séance, et puis vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu un problème pendant la grossesse? Et elle me dit, effectivement, pendant la grossesse, ma belle-sœur, moi j'étais enceinte de 7 mois, et ma belle-sœur devait accoucher, et la veille de l'accouchement, le bébé est mort dans son ventre. Ah bon? Et pour vous, ça s'est bien passé? Ah, pour moi, oui. Mais vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous avez pensé après cet accident, ce drame? C'est quand même pas neutre. Alors elle dit, oui, effectivement, maintenant que vous me le dites, c'est vrai que de 7 mois jusqu'à l'accouchement, j'ai eu peur de perdre mon bébé, jusqu'au jour de l'accouchement, parce que ma belle-sœur, elle avait même perdu son bébé la veille de l'accouchement. Je dis, oui, vous vous rendez compte? Le sentiment de mort imminente, l'angoisse de mort, l'angoisse de perdre votre bébé. Donc votre bébé s'est mis dans le sentiment de mort imminente, le même que le vôtre. Donc ça, c'est la première cervicale, et ça, c'est ce qui empêche les bébés de dormir. Cette vertèbre-là, quand elle est sous tension, parce que le bébé a pris des tensions dans ses tissus, c'est la vertèbre de l'hypervigilance, de l'hypersensibilité. C'est les gens qui sont toujours en train de veiller, de surveiller. Donc votre bébé s'est mis dans cet état-là. Et puis elle dit, en plus, c'est vrai que quand j'ai été aux obsèques, aux funérailles du bébé, j'étais même honteuse d'être là, enceinte, devant ma belle-sœur qui a perdu son bébé. Je ne sens pas des émotions énormes, ça. Oui, c'est fort quand même. Et vous voyez, sur des faits banals, quoi. Les gens ne se rendent même pas compte. Est-ce qu'elle était dans le déni de ce qui avait été vécu ou ça lui était passé elle ne se l'est même pas venue à l'idée. Les gens ne sont pas assez informés. C'est comme si vous avez votre pick-up qui va trop fort et que vous ne savez même pas qu'en tournant le potentiomètre, vous pouvez baisser le son. Et que vous restez avec le son là, qui est trop fort et que vous avez finalement des acouphènes parce que vous ne savez pas où se trouve le bouton pour baisser le son. Et ici, cet enfant, il y a 1 an qu'il ne dort pas, et les parents, ils n'ont même pas compris, mais ils ne peuvent pas comprendre puisqu'ils ne sont pas informés. C'est pour ça que j'ai quand même passé quelques nuits à écrire ce bouquin, parce que c'est important d'informer. Mon credo, c'est quand même d'informer, et je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça.
Alors, et pour poursuivre sur ma deuxième question, c'était sur les 48 heures qui suivent l'accouchement. En quoi sont-elles primordiales? Alors, elles sont très importantes, parce qu'il y a ce qu'on connaît, le pot à pot, quand on met le bébé contre la maman, le contact, parce que finalement, on a perdu ça aussi. Vous savez, parfois on dit je ne le sens pas, cette personne, je ne la sens pas, parce qu'on a cette faculté de capter les odeurs. Et le bébé, quand il est petit, vous savez, un bébé, vous le mettez en Afrique, vous le mettez au Japon, vous le mettez en Chine, il va parler africain, il va parler japonais, il va parler chinois. Il peut parler toutes les langues du monde. Et quand il est petit, il a aussi cette faculté de reconnaître sa mère à son odeur. Donc c'est important que le bébé puisse se refamiliariser avec sa maman à l'extérieur et sentir les odeurs et s'identifier et se créer ce lien. Alors il y a l'allaitement. L'allaitement, c'est important, parce que quand le bébé tète, au niveau de ses lèvres, il y a une réaction qui permet à l'enfant de produire de l'ocytocine, qui est l'hormone du lien, l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau du mamelon, il y a des réactions qui font que la maman aussi reçoit des informations. Produit de l'ocytocine. Ah oui. Donc il y a cette hormone du lien chez les deux. Alors le conseil que j'ai envie de donner et que je ne laisserai pas sous silence, c'est qu'après la tétée, le bébé il est fatigué, mais la maman, elle est fatiguée aussi. Alors moi, je conseille à toutes les mamans qui allaitent, après la tétée, de se reposer une demi-heure, parce qu'elles sont fatiguées. Alors qu'est-ce qu'elles font? Le bébé est endormi parce qu'il est fatigué d'avoir bu. Elles le déposent, elles le changent en vitesse, elles le déposent, et puis elles vont faire la vaisselle ou elles vont faire le ménage. Alors qu'elles devraient se reposer et profiter de cette montée d'ocytocine. Et ça, c'est la vie moderne fait qu'on oublie vraiment les gestes les plus simples et les conseils les plus simples. Surtout que j'ai su que la maman allaitante, moi-même ayant allaité assez longuement mes enfants, a cette capacité de se rendormir, de se reposer très vite. Ouais. Au niveau hormonal, il se passe quelque chose qui lui permet de récupérer finalement avec un sommeil assez profond, assez vite, tout en étant quand même en vigilance. Si le bébé pleure, etc., c'est merveilleux. Mais oui, parce que la nature est bien faite. Mais je pense que la vie moderne est parfois contre nature. Et je pense qu'il faut revenir aux choses essentielles. Vous savez, dans le temps, une femme enceinte, elle montait dans un bus. Les gens se levaient. Maintenant, qui se lève encore pour laisser la place à une femme enceinte? Ça existe encore, mais ça se voit moins souvent. Une femme enceinte doit être respectée, doit être une reine. Et maintenant, les femmes enceintes, elles travaillent jusque 2 semaines avant l'accouchement. Mais vraiment, je ne trouve pas ça très sensé. Je trouve qu'on devrait accorder beaucoup plus d'importance et de respect à cette période qui est la grossesse, qui est la gestation. Alors, est-ce que pour vous, toutes les maladies sont liées à des émotions qui sont refoulées dans votre expérience? Est-ce qu'il y en a qui finalement ne sont pas forcément liées à ça? Et quelles maladies sont typiquement pour vous, quand vous voyez des patients arriver en cabinet, vraiment l'objet d'émotions refoulées? Alors, j'ai encore fait 2 questions, excusez-moi. Donc, la première, c'est est-ce que toutes les maladies, pour vous, sont vraiment l'expression d'émotions refoulées, déjà? Alors là, on est sur un terrain un peu miné. Je sais. Moi, j'ai envie de dire, parce que même les problèmes articulaires et musculaires, parfois les gens viennent en consultation et je remets une sacroiliaque. Voilà, c'est le bassin, on remet le bassin. Et en fait, consultation, ils me disent, mais qu'est-ce que j'avais? J'ai une sacroiliaque. Mais non, qu'est-ce que j'avais? Oui, une sacroiliaque postérieure. Non, dites-moi ce que j'avais. Et alors, je leur dis, bon, vous voulez savoir, c'est la peur de s'engager. Qu'est-ce que le mal a dit? Voilà, le mal a dit. Et c'est vrai que si on va très loin dans le raisonnement, le stress, les émotions, en fait, ça va, quand c'est une émotion, un stress chronique, quand c'est un stress aigu, ça crée la réaction de fuite ou de combat. Comme le disait Labourite. Le problème, c'est que quand le stress devient chronique, et là, c'est justement des émotions refoulées, il y a le cortisol qui augmente. Et finalement, on a une production de cortisol, donc c'est notre cortisone interne, donc c'est bien, parce que ça calme les douleurs, ça calme le stress, mais avec l'effet péjoratif que quand ça dure trop longtemps, on a une baisse de l'immunité. Donc c'est la porte ouverte aux maladies. Donc la réponse, elle est là. Oui, sûrement, mais alors, certains disent de cancer, d'autres disent pas de cancer, certains disent de maladies graves. Moi, ce que je remarque, par exemple, puisqu'on parle des séparations, les angoisses de séparation, ça donne de l'eczéma. Alors, vous avez des bébés qui naissent avec de l'eczéma. Alors, ils sont allergiques, mais allergiques à quoi? Puisqu'ils n'ont encore rien mangé. Alors, ça peut être après à la lessive, au tissu, il peut y avoir quand même des choses irritantes. Oui, mais quand il y a tout le corps et de l'eczéma, et puis qu'ils ont tout essayé avec tout, ils ont été voir le pédiatre, le dermatopédiatre, on va dire. Enfin, moi, je vois ça arrive, et c'est fréquent. Eh bien là, vous retrouvez une angoisse de séparation vécue in utero, justement, où la maman a eu peur de perdre son bébé.
Elle a eu peur d'être séparée de son bébé. On lui a dit... peut-être elle a eu peur de... Il était bien dans le ventre. Elle avait peut-être pas envie qu'il vienne tout de suite au monde. Oui, ça, c'est de le retenir quelque part. Et ça, c'est ce qu'on dit souvent. On dit souvent aux enfants, ah, tu ne voulais pas sortir. Mais non. Oui. C'est la maman qui ne voulait pas le lâcher. Ouais. Comme si lui, il avait la volonté de dire, je ne sors pas. Oui, non, parce qu'ici, justement, la contraction de l'utérus, ça va avec l'ocytocine, mais c'est la mère qui produit l'ocytocine à ce moment-là, c'est pas le bébé. Mais c'est vrai que là aussi, c'est une forme de déni où les gens ne veulent pas toujours comprendre ou savoir ou accepter que voilà, je suis enceinte, je suis tellement bien dans cette plénitude et j'ai pas envie de lâcher mon bébé, ou j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec. Alors là, par exemple, c'est intéressant de parler de ça aussi. Il y a ce qu'on appelle le deep breath sacrum. Le deep breath sacrum, c'est quoi? C'est quand le sacrum part en antériorité bilatérale. Et ça arrive comment? Ça, c'est quand l'expulsion ne se fait pas bien. Les sages-femmes poussent sur le ventre, à 2 ou à 3 parfois. Bon, la vie du bébé en dépend. Donc, il vaut mieux pousser sur le ventre que de laisser le bébé bradycarder et puis avoir des problèmes d'anoxie et puis que ce soit un enfant, un infirme moteur cérébral. Hein. Mais ça donne parfois un deep breath sacrum parce qu'avec le bébé qui pousse sur le sacrum bascule. Eh bien, la maman, après, elle n'a pas un baby blues, elle a une dépression profonde. Elle ne sait même pas s'occuper de son bébé. Elle a peur de le prendre. Elle a peur de l'allaiter. Elle a peur de tout. Elle ne sait pas s'en occuper. Eh bien, ça, c'est pas assez cité. On trouve ça dans la littérature aussi. Il faut bien chercher. Et moi, j'en ai parlé dans le bouquin parce que les nombres de femmes enceintes. Moi, j'ai eu par exemple une petite Italienne. Alors, pourquoi je dis Italienne? Parce que les Italiennes, quand elles sont bébés, c'est comme si elles avaient gagné l'euro-million. Avoir un bébé en Italie, c'est gagner au loto, quoi. Hein. Et elle vient, elle était mais vraiment, même pas triste. C'est d'origine italienne? Oui, hein. Mais elle était même pas triste. Elle était vide. Elle était vide. Elle était là, elle ne savait même pas pourquoi elle avait un bébé. Elle ne savait pas le prendre dans ses bras. On lui a remis son sacrum. Elle est repartie, elle est revenue 2 mois après, elle m'a dit je revis bébé. Parce que c'est vraiment, ça crée une dépression. Mais c'est plus qu'une dépression, c'est la rupture du lien. Il n'y a plus de lien. Eh bien ça vaut la peine d'en parler, parce que si ça arrive 10 fois ou 20 fois, c'est 20 fois de trop, mais c'est 20 personnes à qui ça arrive. On a vu des mamans qui jetaient leur bébé dans des containers, et puis qui ont été condamnés après parce qu'on disait infanticide, alors que la maman était dans un état psychologique complètement en détresse, quoi. Donc voilà, ça vaut la peine aussi de savoir et de dire que quand les sages-femmes poussent sur le ventre d'une maman qui accouche, d'une parturiente, il y a parfois des conséquences. Et s'il y a une très grosse dépression, ne pensons pas à baby blues, mais pensons plutôt à deep breath sacrum. Et là, ça se traite aussi. Oui, chaque ostéopathe, j'imagine, sait faire ça. Oui, il connaît ça. Alors, c'est vrai que quand vous dites ça peut paraître un peu magique, on imagine qu'il peut y avoir aussi d'autres traumas qui causent des dépressions postpartum qui ne sont pas simplement physiologiques. Ou pas? Les dépressions postpartum, il y a quand même il y a les hormones. Hein. Maintenant, il y a une notion qu'il faut surtout aussi souligner, c'est que, et là, on va rejoindre les questions précédentes, moi, j'ai eu un jour une psychologue qui avait fait pour son travail de fin d'études un mémoire où elle concluait et elle prouvait que quand une maman accouche, le bébé qui naît le renvoie à ses émotions de quand elle était bébé. De quand elle est née? De quand elle est née. Ça veut dire que si... Et là, on va aller vers Didier Vincent, Didier Vincent qui est un neurobiologiste, qui dit qu'au moment de la naissance, vous produisez un certain nombre d'hormones, en tout cas d'adrénaline surtout, et que votre façon de naître détermine votre façon d'être. On naît comme on est, en écrivant le nez 2 fois différemment. Et quelque part, cette expulsion qui peut être très violente, parce que les gynécologues qui écrivent sur l'accouchement, ils disent que c'est quand même un acte assez violent, va déterminer, en fonction de la façon dont ça a été vécu, justement la quantité de stress qu'on doit retrouver pour être en équilibre. Ça veut dire qu'il y a des gens des bébés qui naissent très violemment, et qui, dans leur vie, n'ont de cesse que de se mettre en danger
pour pouvoir monter dans ce taux d'adrénaline pour être en équilibre. Et d'autres qui naissent en eau douce, méthode Le Boyer, dans une je pensais à lui en vous écoutant parler. Voilà, et qui écouteront du Mozart et du Bach toute leur vie. Donc voilà, c'est important justement de pouvoir vraiment agir sur cet accouchement, mais la femme qui accouche, la maman qui accouche, elle revient à ses émotions de bébé. Donc ça veut dire que ce baby blues n'est peut-être pas hormonal, mais peut-être un retour en arrière dans un revécu, dans ses refoulements. Et là, c'est important, parce qu'alors on a encore une autre approche du baby blues, qui n'est pas simplement la baisse d'hormones ou la montée d'hormones. Vous savez, je trouve que la chimie est intéressante, mais il faut la ramener aux bonnes causes. Oui. Surtout qu'on pense à nos poupées russes, au transgénérationnel de tout à l'heure. Quand vous dites ça, on revit la naissance, et puis peut-être celle de la grand-mère. Voilà, et on peut remonter aux 3 générations précédentes, c'est ce que vous dites aussi. Oui, et Françoise Dolto le dit aussi, donc j'aime bien d'avoir des références de cet ordre-là, quand même. Et puis Anne Ancelin aussi, sur la thérapie en psychogénéalogie. Tout à fait. Oui. On a des mémoires cachées. C'est un peu comme dans un ordinateur, vous avez des fichiers cachés qui sont là et qui sont lourds, et qui ralentissent votre ordinateur, ou dit mon ordinateur qui rame et qui n'avance pas, et qui vous empêche d'aller vite, qui vous empêche d'être performant. Eh bien, dans nos mémoires, dans nos souvenirs qui sont en fichiers cachés, qui ne nous appartiennent pas en plus. Et c'est ça l'intérêt d'aller justement investiguer et d'aller dans cette introspection par le corps et par les tissus, c'est de pouvoir justement effacer et mettre ça dans la corbeille. Mais comme dans un ordinateur, la corbeille, après, il faut aussi la vider. Oui, c'est ça. Alors, quel est le rôle des fascias dans ce processus ? Eh bien, il est essentiel parce que les fascias, ce sont les tissus. Au départ, les fascias, c'était des enveloppes. Au départ, les fascias, je parle il y a 50-60 ans, c'était des tissus qui partaient des pieds jusqu'au crâne. Un peu comme des grandes cordes, là. Et on disait, il y a une relation entre les pieds et le crâne, regardez, il y a les fascias. Et puis, on a dit, ce sont des enveloppes. Et on a un peu comparé ça à des feuilles. Prenez 4-5 feuilles qui glissent les unes par rapport aux autres. Et il y avait déjà cette notion du glissement. Maintenant, les fascias, si on regarde les vidéos de Jean-Claude Gaberto, qui est un chirurgien de la main et qui a fait vraiment des vidéos formidables avec une micro-caméra qui est insinuée dans les tissus, on voit que les fascias, ça part de la profondeur à la surface. C'est comme une toile d'araignée qui part dans toutes les directions. Donc, c'est du tissu conjonctif qui a des vaisseaux sanguins, qui a des veines, des artères, des nerfs, des fuseaux neuromusculaires. Donc les fascias maintenant sont considérés comme un organe, un peu comme le péritoine. Alors qu'avant aussi, le péritoine c'était soi-disant une enveloppe, un sac. Maintenant on sait que c'est comme un organe, il y a une fonction. Les fascias, c'est le tissu émotionnel qui va tout retenir justement et qui va informer le cerveau. Et le cerveau, lui, quand il va recevoir les infos, les sensations, les émotions qui passent par les tissus, le cerveau, lui, il va finalement quantifier ça et organiser ça en forme de sentiments. Mais les fascias, c'est vraiment le capteur. Alors, votre expérience en ostéo vous a permis de mettre au point une technique de détection des zones corporelles qui sont réactives à des chocs émotionnels. Et vous avez non exprimé. Et vous avez fondé justement cette pratique qui s'appelle l'approche somato-émotionnelle. C'est né de quel constat à ce moment-là ? Alors j'ai eu la chance d'assister à un séminaire il y a plus de 30 ans qui était organisé par le collaborateur de John Upledger qui a écrit un livre qui s'appelle « La libération somato-émotionnelle ». Et lui, son constat, en tout cas sa technique, c'était de laisser le corps se libérer, se détendre, et quand le corps se mettait dans la position du trauma, donc il disait que à ce moment-là, le corps se libérait de l'émotion qui avait été cristallisée dans le corps, dans cette position-là. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, donc ça a ouvert une porte. Je dis qu'on rencontre les gens qu'on doit rencontrer dans sa vie, et il n'y a pas de hasard. Mais de là, moi, je me suis dit, oui, ok. Et puis, j'ai senti ce mouvement qui venait des fascias. Et puis, je me suis dit, c'est pas possible, parce que là, même quand je suis l'idée de Pledger, le corps veut continuer. Et je me dis, pourquoi je m'arrêterais ? D'accord. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais avec ses mains, il faisait des mouvements comme ça d'accompagnement des fascias. C'est ça, c'est ça. Et alors, moi, j'ai continué. Et j'ai laissé faire. Et puis, il y a déjà les collègues qui avaient assisté à ce séminaire, quand ils sont venus chez moi, se faire soigner, parce que souvent, entre collègues, on se soigne, ils m'ont dit, mais Roger, ta méthode, c'est quoi ? C'est 10 fois plus puissant que ce qu'on a vu au séminaire. Je dis, écoute, je découvre, et on va voir.
Et alors, ça a duré des années, comme ça, où j'ai laissé faire. Et les patients me disaient, écoutez, c'est Fiametti, quand vous me faites ça, il y a des choses qui reviennent, je me rappelle de ça. Donc, les gens repartaient dans le refoulement. Mais voilà. Et puis, il fallait mettre une base à ça. Donc, j'ai été vers la médecine chinoise, qui m'a permis de faire les liens entre les émotions et les organes. Et puis, en neurophysiologie, on a le lien entre les organes et les vertèbres. Louise Hay, qui est une psychologue américaine que j'ai pu découvrir aussi, permettait de faire le lien entre les organes, les vertèbres et les émotions. Donc moi j'ai fait, comme je dis, j'ai rien inventé. J'ai découvert, et puis il y avait du lait, il y avait du café. Je veux dire, j'ai inventé le café crème. Non, je n'ai rien inventé, j'ai juste mélangé des choses qui existaient. Et finalement, de là est née une méthode, et puis j'ai fait des conférences, et puis les gens m'ont dit, vous feriez bien un livre. Je dis oui, mais bon. Et puis on a essayé les bases au fil du temps. Et j'ai envie de dire, un jour, j'ai un kinésithérapeute aveugle qui m'a envoyé un mail d'Espagne, et qui m'a dit, votre livre est extraordinaire, cette méthode, elle marche à 100%. Et je lui ai renvoyé un mail en disant, non, n'exagérons pas. Mais à 80-85%, on a vraiment des résultats probants. Donc, ça valait la peine de publier et ça valait la peine d'approfondir la méthode. Et maintenant, je vous dis, avec le recul, on a vraiment beaucoup de succès. Enfin, la méthode a beaucoup de succès. Je l'enseigne, je la diffuse à travers des formations, des séminaires. Et cette méthode, elle est vraiment basée sur la libération des fascias. Et quand on libère les fascias, on libère des émotions. Et alors, l'intérêt aussi, c'est que j'ai créé une cartographie du dos, et chaque vertèbre permet de déterminer quelle est l'émotion qui a été impactée par le vécu. Si vous le permettez d'ailleurs, et l'éditeur, on la publiera sur Instagram en même temps, comme ça les gens pourront aussi regarder, pour ceux qui n'auraient pas le livre. Tout à fait. Pourront quand même avoir des petits éclairages, même si après ça s'accompagne effectivement avec un thérapeute. Oui, mais c'est déjà bien de voir, parce que les gens vous disent « Ah, j'ai mal à la nuque ». Alors, au-dessus, en dessous, alors cette cartographie, ça permet de voir, par exemple, si c'est C2, c'est juste en dessous du crâne, et c'est la vertèbre qui permet de tourner la tête à gauche et à droite, apprendre à dire non, mais c'est la vertèbre de la reconnaissance, et c'est aussi la vertèbre qui donne des arnoldites, par exemple. Alors, quand les gens viennent, ils viennent pas toujours en disant « J'ai un problème de reconnaissance ». Et la reconnaissance, c'est quand la reconnaissance, quand votre père va à la mairie pour vous reconnaître, déjà. Ou la reconnaissance, c'est reconnaître le sens, retrouver le sens de sa vie. Et parfois, les gens, ils sont avec des arnoldites et ils vous disent « j'ai une arnoldite ». Bon, ok, on regarde, on corrige l'arnoldite, ça fait du bien. Ça se manifeste comment d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas l'arnoldite? C'est une douleur qui part de la base de la nuque et qui monte à l'arrière du crâne et qui va jusque derrière l'œil, qui est souvent confondue avec une migraine ophtalmique. Parfois, c'est une vraie migraine, parfois, c'est une arnoldite. Donc, il y a un diagnostic différentiel qui est fort intéressant. Et à partir de là, on peut aller dans le problème du déni. C2, c'est le déni, c'est le manque de reconnaissance, le besoin de reconnaissance, to be or not to be. Bon, voilà, il y a tellement... Mais on n'a jamais qu'une seule vertèbre, il faut se dire ça aussi. On a toujours... c'est un peu comme une gamme. Si Mozart n'avait eu que le La ou le Do, il n'aurait jamais fait de la musique. Il avait toutes les notes. Et alors, le corps, c'est comme un clavier, la colonne vertébrale. C'est un clavier musical, le piano. Et alors, on a 3-4 notes et on voit. Alors là, on refait l'histoire du patient. Mais elle se fait toute seule, c'est pas nous qui la faisons, c'est lui qui l'a faite. Mais on lui lit dans son dos comment il a fonctionné, comment il a traumatisé. Et c'est vrai que c'est hyper éclairant. Et là, les gens, à ce moment-là, peuvent déjà, par cette approche, déjà comprendre. Donnez-nous un autre éclairage. Là, vous nous avez donné, par exemple, C2 à la base du crâne, une autre endroit de douleur qui pourrait nous donner un décodage par rapport à un sentiment, ou même pour revenir à l'abandon et à la séparation. J'ai envie de parler d'un patient qui est venu il n'y a pas longtemps. Et lui, il est venu en écoutant une émission. Vous voyez, donc il est même pas... À la rigueur, j'ai envie de dire qu'il ne sait même pas ce que c'est l'ostéopathie. Et il est venu parce qu'il avait écouté une émission où on parlait de l'abandon, et ça lui parlait un petit peu, et il s'est dit, tiens, je vais aller voir. Et lui, son problème, il vient et dit, moi, j'ai un problème d'abandon. Je n'arrive jamais à conclure dans mon couple. Je vis avec une dame, on est heureux, et après 1 an, je dois rompre. Je ne peux pas aller plus loin. Ça, à la rigueur, ça ne sert à rien. C'est un peu à quoi bon? Oui, c'est ça. Voilà. Ce sont des sortes de serial abandonneurs ou abandonneuses. Voilà. Et je vais voir dans sa colonne, évidemment. Et on tombe sur C4. Je pensais tomber sur D9. D9, c'est l'abandon. Alors C4, ça se situe où? C4, c'est au milieu de la colonne cervicale. D'accord. C'est voir la vertèbre du torticolis. Et D9? D9, c'est la vertèbre du soutien-gorge. D'accord. C'est facile.
pour les femmes. Pour les hommes, plus compliqué. Un peu en dessous des omoplates. Peut-être que les hommes enlèvent des soutiens-gorge, donc ils voient aussi où ça se trouve. Voilà, exactement. Et alors, je dis, bon, la culpabilité, mais je dis, ça vous vient d'où? Vous avez été abandonné, petit? Non, on ne me rappelle pas. Mais racontez-moi un peu votre histoire. Alors, on laisse un peu parler, le patient aussi. Et il me dit, voilà, il y a eu des décès, parce que souvent, il y a les décès aussi. Hein. Il faut savoir qu'un enfant, en dessous de 7 ans, qui n'assiste pas aux funérailles, dans le temps, on disait, il est trop petit, il va être traumatisé, il ne faut pas qu'il aille au cimetière. C'est juste l'inverse. L'enfant, il vit dans cet état hypnotique, donc il va tout capter. Même s'il ne comprend pas, il a compris. Il ne sait pas qu'il le sait, mais il le sait. Hein, et dans son subconscient, c'est bien aussi qu'il voit l'événement parce qu'il va le marquer dans sa mémoire inconsciente et il pourra faire le deuil. Et s'il n'assiste pas aux funérailles, il va ressentir ça comme un abandon. Aussi parfois comme de la culpabilité, parce que pourquoi je ne peux pas aller aux funérailles, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Donc ce patient qui a presque 40 ans, un peu moins, 35 ans, quand il a 4 ans, il perd un petit frère qui a 1 an et demi, mort subite. Il dort dans la même chambre que lui. Bon. Le bébé décède, il ne va pas aux funérailles. Donc il a quand même 4 ans, il est conscient sans être conscient, mais il capte tout. Les parents, évidemment, après avoir perdu le bébé, ils sont en dépression, donc ils s'occupent moins de lui. Donc il y a une absence des parents qui sont dans un état un peu dépressif quand même. Donc déjà lui, il ressent cette absence, ce manque d'affection, cette diminution d'affection. C'est pas un manque, mais une diminution. Et puis il grandit, et quand il a 8 ans, les parents, la maman accouche d'un deuxième petit garçon, enfin un troisième enfant, et qui dort avec lui. On le met dans la même chambre. Et là, les parents n'ont pas compris, quoi. Déjà, pour le premier, mais le deuxième, alors lui, à partir de 8 ans, il n'a fait que passer presque pas des nuits blanches, mais en hypervigilance, parce qu'il avait peur que le bébé meure. Ouais, ça me fait des frissons, c'est vrai que c'est rude. Alors là, il est responsable, mais entre responsable et coupable, elle est où la différence? La frontière. C'est pour presque, un enfant de tout jeune. Pour un enfant tout jeune, qui a 8 ans, et qui se sent coupable inconsciemment de la mort du premier, et qui se sent responsable de la santé du second. Donc, cette culpabilité, la culpabilité, c'est la cause principale de l'autodestruction, de l'auto-sabotage et de l'autopunition. Donc, cet adulte qui a toujours ce petit enfant en lui, qui se sent toujours coupable, moi, pour les gens coupables, il y a une phrase typique, c'est « t'as pas le droit ». Donc, tu es heureux, tu rencontres la femme de ta vie, l'amour de ta vie, t'as pas le droit. Et lui, il le dit après. Et quand on lui explique tout ça, et qu'on libère évidemment toutes les tensions, et puis qu'il va déjà à la rencontre de l'émotion principale, qui n'est pas l'abandon, qui n'est pas le fait d'être piégé, mais qui est « je me sens coupable ». Et là, il se rend compte, il dit « mais oui, c'est vrai, maintenant j'y repense, maintenant que vous m'y faites penser, mais c'est pas moi qui l'ai fait penser, c'est son corps qui le ramène à ça ». Il dit « c'est vrai ». Et je dis « mais vous êtes toujours en train de vous saboter ». Il dit « ben oui, maintenant si je refais le film en arrière, à chaque fois, c'est des gens qui vont acheter une place pour aller voir chanter Aznavour, et quand ils vont arriver à l'entrée, ils ont perdu leur place. » Et ils disent à la personne à l'entrée, écoutez, je l'ai acheté, regardez, je l'ai payé. Mais non, vous n'avez pas votre place, on m'a déjà fait le coup, écoutez, circulez, quoi. Mais non, je vous jure, j'avais la place. Bon, c'était compliqué d'avoir une place pour Aznavour dans le temps, hein, c'était sold out en un jour. Ouais. C'est l'auto-sabotage, là, véritablement. Et le lendemain, ils retrouvent la place dans leur portefeuille, hein. Ils retrouvent le ticket. Comment est-ce que ce ticket a disparu et qu'il a réapparu? Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne pouvaient pas assister, ils n'avaient pas le droit. Eh bien, ce monsieur, lui, il est dans la même démarche où il est toujours en train de s'auto-saboter dans son boulot, dans son couple, dans sa famille, partout. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'après, vous revoyez ces patients-là, ils vous disent « Waouh, j'ai changé ma vie, là, j'ai même changé de boulot. » Il faut plusieurs séances à ce moment-là? Parfois pas. Oui. Parfois, ça va très vite. Et là, pourquoi c'est justement la C4, puisque là, c'était la C4 ou D9, vous disiez, qui se manifeste? Comment est-ce que des endroits du corps, justement, par correspondance, vont engrammer cette blessure particulièrement qui vous met la puce à l'oreille aussi sur le chemin?
comme on dit, parce que le fusible et les câbles ne sont pas adaptés, donc le disjoncteur, par sécurité, va fonctionner et vous n'aurez plus de courant, parce que sinon vous aurez un incendie, hein, vous aurez le feu. Oui. Donc dans le corps c'est la même chose, mais alors c'est quoi l'hypertension, le trop d'ampères, trop de volts? Dans notre corps c'est le stress, et quand cet enfant voit ses parents qui pleurent avec le bébé qui est mort, enfin, l'ambulance, tout l'événement tragique, il prend ce stress. Et en plus, on ne lui parle pas. Enfin, à la rigueur, il est de côté, puisque c'est le bébé qui est là, qui occupe la première place. Oui, puis lui, il est petit en plus. Et puis il est petit, donc à la rigueur, on l'écarte. Et là, c'est ce stress-là qui s'impacte dans le corps, qui s'insinue. Moi, j'appelle ça une cicatrice émotionnelle, mais qui va être... Allez, j'ai envie de dire, vous avez un cheval avec 2 rênes, à gauche et à droite. Eh bien, quand vous avez ces 4 qui s'impactent dans votre corps, parce qu'il y a trop de tension sur ces 4, eh bien, c'est les rênes qui vont tirer plus d'un côté que de l'autre et qui vont faire que le cheval, partout où vous irez, vous serez sur une route bien droite, mais vous allez tellement tirer trop sur la rêne de droite que le cheval, il va toujours dévier vers la droite. Et vous ne comprenez pas pourquoi ce cheval, il dévie vers la droite. C'est parce que vous tirez trop sur la rêne de droite. Eh bien, dans votre corps, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que cette vertèbre, elle est toujours en train d'impacter? Parce qu'au moment du choc, il y a eu une tension autour qui fait que vous allez tout le temps dévier dans votre vie. Mais ma question aussi, ça portait sur qui, à un moment donné, a déterminé que la C4, c'était, par exemple, la culpabilité, que ça avait que l'émotion avait somatisé toujours. Ah, mais ça, c'est la neurophysiologie, parce que la culpabilité, c'est le foie. Le foie, en fait, il est relié à D9, il est relié à C4. Il est relié à D9 par le nerf petit splanchnique, il est relié à C4 par le nerf phrénique. Le nerf phrénique, d'ailleurs, qui est aussi le nerf qui commande le diaphragme. Alors, quand votre nerf phrénique ne fonctionne pas bien, votre diaphragme ne fonctionnera pas bien, il ne va pas bien masser votre foie, etc. Mais quand votre foie est stimulé, et on va dire mal stimulé, irrité par la colère ou par la culpabilité, parce que le foie c'est l'organe qui est au centre de ces émotions-là en médecine chinoise, la capsule de Glisson qui est l'enveloppe du foie est reliée à ces 4. Donc si votre foie est en hypermégalie, trop gros, ou trop gras, mais irrité par l'émotion, en excès, on va dire en médecine chinoise, en excès d'énergie, ça va stimuler le nerf phrénique qui va irriter ces 4. Et vous aurez un retour négatif vers la 4e cervicale. C'est incroyable, hein, cet éclairage par le corps. Vous parlez de petites ampoules qui clignotent comme un tableau de bord. Oui. C'est ça? Et qu'il ne faut pas dévisser, parce que sinon, si l'ampoule clignote parce qu'il manque de l'huile, si vous dévissez l'ampoule, vous ne serez plus irrité. Donc ça, c'est le déni. Mais le problème, c'est que dans 20 km, il faudra appeler Touring Secours. Ou la dépanneuse. C'est ça. Alors, je pensais qu'en vous écoutant sur l'approche somato-émotionnelle, moi j'ai fait un podcast sur la psychologie biodynamique. Ce sont des pratiques qui sont quand même un peu cousines. C'est ça. On peut dire ça comme ça? Comme les Suisses et les Belges. Oui, c'est ça. Et vous avez un nom italien, mais vous êtes belge, effectivement, je ne l'ai pas dit au début. Mais pour ça, je parle avec les mains. Oui, c'est ça, vous ne le voyez pas, mais il fait puis il est ostéo, alors forcément les mains, c'est important. Alors, quelle autre technique peut nous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi par soi-même? Et vous êtes un expert de soins par les fleurs de Bach, depuis, je crois, une trentaine d'années, hein, donc vous étiez vraiment précurseur. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas bien les fleurs de Bach, comment ça fonctionne? Alors, certains disent que c'est un truc un peu perché, que ça fait un peu ésotérique. Mais revenez un peu là-dessus, justement. Alors, les fleurs de Bach, il faut penser qu'on a eu Édouard Bach, qui est un biologiste anglais, qui a passé sa vie, c'est son œuvre, il a passé sa vie à tester 38 fleurs en rapport avec 38 émotions. Donc, il faut savoir que les fleurs de Bach, ça fonctionne sur les bébés, ça fonctionne sur les animaux, ça fonctionne même sur les plantes. Mais le tout, c'est de trouver l'émotion. Il y avait un médecin espagnol que j'ai entendu il y a plus de 20 ans, dans une cassette, à l'époque c'était encore les cassettes là, avec les bandes. Là. Je vois. Et, je suis aussi de cette époque, certainement. Et qui disait « La multiplicité est le reflet de la compétence ». Et pour les fleurs de Bach, il le disait dans le sens que si on trouve la fleur qui correspond à la personne, parce qu'on est toutes les fleurs de Bach. Il y a la fleur pour la roquerose, c'est pour la peur de mourir, l'angoisse de mort. Il y a, je sais pas, ma roquateur, c'est pour les gens qui ont peur de ne pas être parfaits. Il y a crabapple pour les gens qui se sentent sales, humiliés, salis, souillés, pour les viols parfois. Il y a 38 fleurs différentes. Il y a gorse, c'est les gens qui sont au bout du rouleau et qui disent à quoi bon. Il y a oak, le chêne pour les gens qui sont fatigués, pour leur donner de l'énergie. Il y a olive pour redynamiser les gens. Enfin, il y en a 38. Et on peut être
dans les 38 cas de figure, mais le tout, c'est de trouver quelle est vraiment la fleur qui vous correspond. Voilà, vous avez parfois des bébés qui sont dans le ventre de leur mère. La mère a peur de perdre le bébé. Donc, ou qui ne sont pas dans des états peut-être très, très psychologiquement agréables. Le mari est violent, ou le mari est parti, etc., il l'a abandonné. Donc elle se dit, je vais continuer à vivre pour ce bébé, et je veux que ce bébé, voilà, c'est lui qui va me permettre de te retrouver un sens à ma vie. Elle perd son mari, au moins elle a son bébé. Eh bien, là, c'est plus la mère qui porte le bébé, c'est le bébé qui porte la mère. Et le bébé qui porte la mère, c'est le bébé qui devient le bébé sauveur. Voilà. Et ça, on a un peu dans s'entourer. C'est une fleur de bac pour les gens qui sont les sauveurs. On peut être sauveteur, mais il faut pas être sauveur. Parce que sinon, on est dans le fameux triangle, hein, sauveur, persécuteur et bourreau. Mais les fleurs de bac vont aider les gens. Bon, le principe, c'est que la fleur a une vibration et qu'elle permet de retrouver une vibration qui va avec l'émotion et qui va rétablir l'émotion. Alors, si on part du principe quantique, hein, maintenant, moi j'ai fait une fois une conférence pour justement ici en physique quantique à Paris, où le professeur me disait la physique quantique, on essaie maintenant d'aller plus loin, on voudrait bien aller dans la physique quantique émotionnelle, et partir du corps et des ressentis. Donc il y a vraiment une belle dimension, là, une belle progression et une ouverture. Mais là, en physique quantique, on vous dit, tout est vibration. Le corps est vibration, le monde est vibration. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous êtes dans son champ énergétique. Hein. On dit toujours que le champ du cœur, c'est 1,50 m. Et on dit même que quand les gens... Jusqu'à 3 mètres, je crois, on peut le ressentir. 3 mètres, hein. Ouais. Et quand les gens, finalement, vous ne les ressentez pas tellement bien, hein, quand on dit « je ne le sens pas bien qu'est-ce qu'on dit? On prend du recul. On recule pour sortir de son champ magnétique. Mais alors, le champ magnétique, c'est pas ésotérique, ça, c'est physique. Hein, donc, c'est vrai que les fleurs de bac agissent sur ça. Moi, je peux vous dire que, avec le recul que j'ai... 30 ans de recul, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, ça fonctionne bien. Et en combinaison, ou ça peut fonctionner aussi parfois tout seul? Alors, quand je dis en combinaison, c'est avec votre pratique somato-émotionnelle et ou ostéopathie, ou d'autres pratiques d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Ça peut être en combinaison, mais je dirais même que si, à travers une recherche par son corps, qu'on voit par exemple, j'ai toujours un lobe à gauche, j'ai toujours ma 5e lombaire, L5S1, j'ai fait des scanners, et je me rends compte que j'ai porté mes parents, les enfants qui ont des mamans dépressives parfois, donc l'enfant va être gentil, l'adapté soumis, qui va être gentil, qui va bien travailler à l'école, pour ne pas déranger. L'enfant parfait. L'enfant parfait qui ne veut pas que la maman souffre, il ne veut pas la déranger, donc ça c'est l'enfant sauveur. C'est l'enfant qui porte sa mère, et bien ça, ces gens-là, ils vont comme par hasard devenir assistants sociaux ou infirmiers ou médecins ou des soignants, quoi, des porteurs. Et souvent, c'est cette zone-là qui va être irritée, impactée. Donc, s'ils ont une sciatique, qu'ils comprennent que c'est L5, et si c'est L5, s'ils sont dans la démarche du sauveur, ils vont prendre justement le centauré pour les gens qui ne savent pas dire non, qui vont toujours faire pour les autres et rien pour eux, etc., quoi. C'est vraiment systématique pour vous, ces correspondances corps-esprit dans votre pratique, c'est-à-dire liées à votre cartographie du dos, notamment des vertèbres. C'est tellement passionnant. Vous savez, moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, jusqu'à 3 heures du matin tous les jours, et j'étais même pas fatigué. Là maintenant, j'ai dû un peu freiner, donc je m'arrête vers 22 heures maintenant, hein, je suis à mi-temps. La notion du mi-temps, j'adore. Mais c'est passionnant, parce que même quand on n'a pas envie, c'est le patient qui vous dit parfois, qui vient pour un torticolis, puis qui vous dit « mais j'avais quoi ?» Et même quand moi je ne fais pas la démarche, c'est le patient qui vient et qui la demande, même quand il vient pour un problème purement mécanique. Parce qu'il y a tellement un lien, et je vous dis, j'ai même au départ, pour bien cerner le problème, j'ai même fonctionné à l'envers. Donc quand c'était la culpabilité, je ne disais rien et j'embarquais le patient vers de la trahison ou de l'abandon. Non, non. Il revenait sur la culpabilité parce que c'était ça qui était inscrit dans le corps. Donc l'émotion est vraiment la première information qui se met dans le corps. C'est une information, c'est un sursaut dans le corps, dans les tissus, qui s'inscrit bien ou mal. Parce qu'il y a des bonnes émotions, évidemment, hein, mais quand ça s'inscrit mal, ça reste inscrit. Et vous pouvez faire toutes les démarches contradictoires, vous arriverez toujours à la vérité, parce que le corps ne ment jamais, le corps ne se trompe jamais. Et je peux vous dire que
moi, je dois me freiner pour fermer la porte de mon cabinet parce que c'est tellement amusant. Vous savez, quand vous avez allez, encore un exemple. J'ai une maman qui vit avec son enfant de 8 ans. Elle a 8 ans, et elle ne sait pas quitter sa maman. Ça veut dire, à l'école, elle pleure pour y aller, elle pleure pour revenir. Enfin, elle va pas dormir chez des amis parce qu'elle ne veut pas quitter sa maman. Elle va pas dormir chez les grands-parents. Elle n'a jamais été dormir en 8 ans chez les grands-parents. Elle est collée à sa maman. Ok, voilà, on regarde. Bon, 8 ans, c'est encore petit, cela dit. Ah, pendant 8 ans, elle n'a jamais été dormir nulle part, autre part qu'avec sa maman. C'est énorme. Alors, on voit ces sentiments CA, juste en dessous du crâne. Ça, c'est la vertèbre des ruminations. C'est la vertèbre qui donne des acouphènes. Et c'est la vertèbre du danger de mort. Toujours l'impression d'être en danger, quoi. Sur le qui-vive, quoi. Sur le qui-vive. C'est des gens qui vont traverser au passage à piéton. C'est vert, mais ils vont regarder 5 fois avant de traverser. Hein, et même en traversant encore 5 fois. Hyper vigilance, quoi. Hypersensibilité, mais qui fonctionne contre soi, malheureusement. Alors, je lui dis, bon, ok. Bon, là, il y a de l'abandon, c'est clair. Mais avec cette sensation de danger et de mort, mais je dis, il s'est passé quelque chose. C'est qui... Parce que, bon, elle a peur que sa maman ne revienne pas la chercher. Elle le dit, moi, quand je suis à l'école, j'ai peur que maman ne revienne pas. Mais alors je dis, c'est qui n'est pas revenu dans ta vie? Mais alors elle m'a répondu, comme un laser, hein. C'est mon chat. Ah oui, c'était à la petite fille que vous ne demandiez pas à la maman. Non, la petite fille. C'est mon chat. Quand j'avais 3 ans. Mais comme ça, hein, lapide, hein. Elle savait. Elle savait. Elle ne savait pas qu'elle savait, mais elle savait. Et le fait de la mettre sur le chemin, tout de suite, elle a sorti le trauma. Ah bon? Mais elle était comme la maman du chat, en fait, un peu. C'est ça. C'est encore pire que ça, vous allez comprendre. Et je lui dis, ok, à 3 ans, donc ton chat. Mais, et avant ça, c'est rien passé. Non. Et la maman qui est là, parce que quand vous avez un enfant de 8 ans, il y a toujours la maman. Sans la maman, moi, je ne veux pas, parce que la maman, c'est la matrice, hein, dans tous les sens du terme. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous devez le savoir. Elle dit, quand j'étais enceinte, mon mari m'a quitté. Et il n'est jamais revenu. Bingo. Donc le chat n'était qu'un élément dans le parcours de l'enfant qui était déjà une répétition de ce qui s'était passé in utero. C'était le transfert, en fait. Mais oui. Voilà. Et quand vous avez ça, mais comment vous ne voulez pas être heureux dans votre journée, de voir que cet enfant va enfin aller pouvoir dormir chez des copines et là chez sa mère, quoi, et ne pas être angoissé toute la journée avant qu'on vienne la rechercher, quoi. Voilà, moi ça me nourrit. Ah oui, ben je comprends. Puis moi je vous écouterai des heures et là je viens de regarder mon timer et je me dis qu'on a bien dépassé le temps et que j'avais encore au moins une petite dizaine de questions, mais on va s'arrêter là. Vous me réinvitez, je reviendrai. Voilà, vous reviendrez pour le prochain livre qui, je sais, on ne le dira pas, mais sort tout bientôt. Donc voilà. Effectivement, voilà. Alors, on publiera, on a dit aussi, la cartographie. Peut-être en conclusion, sur la séparation, est-ce qu'il y a quelque chose de crucial qu'on n'aurait pas dit, que vous avez envie sur laquelle vous avez envie de conclure? On a parlé beaucoup de la naissance. Je pense que c'est... Parler de la mort? Impossible de ne pas parler de la mort. Hein. Alors la mort, c'est quoi? C'est un passage. C'est un passage qui est plus ou moins bien ou mal vécu. Ça dépend aussi de ce qu'on a comme notion de l'amour. Encore une fois, c'est tout ce qu'on a comme concept dans sa tête. La mort, ça peut être, pour certains, c'est aller retrouver Dieu. Pour d'autres, c'est pouvoir passer dans la transformation et passer à une réincarnation dans un niveau supérieur dans la vie suivante. Pour d'autres, c'est devenir de la poussière. Hein. Mais la façon de mourir est importante. Et je pense que ce passage, il doit être vraiment bien géré et bien accompagné. Vous savez, quand on a vu, on parlait du Covid là tout à l'heure, quand on voit le nombre de personnes qui sont mortes en EHPAD dans l'isolement total, qui se sont laissés glisser parce qu'ils n'avaient plus de contact, parce qu'ils étaient dans la séparation. Alors la mort, c'est une séparation, mais vivre ce cheminement vers la mort dans la séparation, je crois que c'est la pire des morts. Sauf avec Alzheimer, où là, les gens sont dans la séparation d'eux-mêmes parce qu'ils ont tellement peur de la mort qu'ils développent de l'Alzheimer. Et quand ils sont dans la maladie d'Alzheimer, ils ne savent même plus qu'ils sont vivants, donc ils ne savent même plus qu'ils vont mourir. Ils sont dans un flou artistique. Voilà, donc ils sont dans l'inconscience positive, quoi. C'est ça. Roger Fiametti, merci infiniment d'être venu faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ce livre, Se libérer du sentiment d'abandon et des angoisses de séparation, qui est paru aux éditions Guy Trédaniel. Évidemment, merci infiniment. Avec plaisir. Petite précision pour celles et ceux qui voudraient aller en consultation avec Roger Fiametti. Il réside donc en Belgique.
Et en revanche, sur son site internet, vous pourrez retrouver des praticiens qu'il a formés sur toute la France. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet éponyme. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.